Aujourd'hui, si je suis en vie, c'est parce que j'ai eu un cancer. Alors là, je disais, attendez, mais non, je répète une chose, moi je suis médecin, je viens vous voir uniquement parce que je veux juste savoir pourquoi vous n'êtes pas mort de votre cancer. Et tous répondaient à cette question en me disant, mais docteur, vous avez absolument rien compris. Aujourd'hui, si je suis en vie, c'est parce que j'ai eu un cancer. Si je n'avais pas eu de cancer, aujourd'hui, je serais mort. Ces témoignages ont réellement changé ma vision de la médecine. Margarita, c'est le sujet le plus intéressant. Son pronostic était extrêmement grave. Quelques semaines, pas plus, à vivre. Elle décide. Quelque chose qui est parfaitement inattendu et très surprenant. C'est tellement puissant que ça a permis qu'elle guérisse de façon définitive. Je m'appelle Dr Yann Tiberghien, je suis médecin généraliste homéopathe acupuncteur. J'ai fait une thèse, j'ai interrogé 11 patients qui étaient victimes d'un cancer qu'on appelle stade terminal, c'est-à-dire qu'on était arrivé au bout des traitements possibles, imaginables. Et j'ai voulu donc les interroger, essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils avaient réussi à guérir alors qu'ils étaient condamnés. J'en ai tiré un livre qui s'appelle « Ils étaient tous condamnés ». Honnêtement, ces témoignages m'ont réellement changé, m'ont réellement modifié ma conception et ma vision de la médecine. Je précise, je suis toujours et je crois toujours à la médecine allopathique classique, mais je m'intéresse aussi à une médecine un petit peu différente qui va prendre en charge les patients de façon différente. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que pouvaient nous apporter ces gens, ces témoins qu'on dit donc extraordinaires. Vous avez soutenu une thèse de doctorat de médecine. Quel travail de recherche avez-vous entrepris? Le travail de recherche que j'ai entrepris au propos de cette thèse, c'était effectivement de retrouver des gens qui avaient donc un diagnostic de cancer stade terminal. On leur disait, écoutez, monsieur, madame, on ne peut plus rien faire pour vous. Votre cancer est trop avancé. Et la seule et unique solution, c'est malheureusement de repartir chez vous. On va conseiller à votre médecin généraliste de vous prescrire un petit peu de morphine ou un petit peu de traitement antidouleur et vous partirez tranquillement au sein de vos proches. Et ce sont des gens qui, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans plus tard pour certains, sont revenus voir leur cancérologue en disant non seulement je suis toujours vivant, mais en plus, j'ai guéri de mon cancer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de voir pourquoi, selon eux, je dis bien selon eux, ils ont réussi à trouver la solution pour guérir. Ça ne m'intéressait pas de faire une étude statistique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller au-devant des patients. C'est ce que je voulais, c'était réellement avoir leur version. C'est-à-dire 12 dossiers où on était certain que c'était bien sûr un cancer, qu'on était certain qu'on avait fait tous les examens paracliniques et complémentaires possibles, imaginables, qu'on avait tenté toutes les approches thérapeutiques disponibles à l'époque, bref, qu'on pouvait réellement prouver que c'était un cancer stade terminal. Ce sont bien sûr donc 12 cas de cancer stade terminaux qui ont guéri de leur cancer et qui sont bien sûr toujours vivants, puisque c'est ça qui m'intéressait, puisque c'était d'interviewer régulièrement ces patients pour qu'ils m'apportent leur version et qu'ils m'apportent leur idée sur la méthode et sur le processus qui a amené à guérir leur cancer. C'est leur vécu et c'est leur analyse. Donc comment ça se passait? En pratique, je partais les rencontrer. J'ai revu les patients en moyenne entre 15, 20, 30 fois, ça dépend. Et à chaque fois, j'interviewais et je modifiais les questions pour aller de plus en plus en profondeur. Et ensuite, une fois que j'avais tous ces questionnaires qui me remontaient, j'ai pu effectivement, progressivement, arriver à une synthèse pour essayer de trouver un suivi. Et c'est ça qui fait partie du livre que j'ai écrit.
Donc vous avez soutenu votre thèse. Quel accueil a-t-elle reçu? Alors, ça a été un accueil absolument phénoménal. J'ai eu les félicitations du jury avec mention très honorable. On m'a demandé effectivement même de publier. J'ai fait beaucoup donc de conférences. Est-ce que vous voudriez justement nous raconter un cas de guérison, peut-être celle de Margarita? Margarita, c'est le sujet le plus intéressant. Margarita est donc une jeune Chilienne de 35 ans, femme politique de son pays, puisque, on va dire, considérée comme un des bras droits de Salvador Allende, président du Chili à l'époque. Salvador Allende subit un coup d'État de la part de Pinochet, donc dans son pays, et le coup d'État est extrêmement violent. Salvador Allende est même poussé à se suicider. Et lorsque donc Pinochet prend le pouvoir, il y a bien sûr une chasse à l'homme pour essayer de retrouver toutes les personnes qui ont pu aider de près ou de loin le rival, c'est-à-dire à Salvador Allende. Margarita est donc pourchassée, elle est retrouvée, comme c'est une personnalité importante de l'ancien régime déchu, eh bien on la met en prison et on l'enferme dans une oubliette. À cette époque-là, il y avait plusieurs dizaines de milliers donc, de prisonniers politiques qui étaient soit exécutés, soit effectivement torturés de façon à pouvoir parler et de façon à pouvoir donner des informations sur d'éventuelles personnes qui pourraient refaire un coup d'État contre Pinochet. Margarita est donc enfermée dans une oubliette, mais pour vous faire comprendre l'impact psychologique qu'on a fait porter sur elle, on l'a enfermée dans une prison, dans une cellule, qui s'est retrouvée juste en dessous du trottoir de l'allée principale de Santiago, sa capitale, la capitale du Chili. C'était une oubliette, c'était donc une cellule sans fenêtre, donc elle était en permanence dans le noir le plus complet. Tout le monde pensait qu'elle avait été soit exécutée ou qu'elle avait disparu. Personne ne pouvait imaginer qu'elle était en fait là, juste quelques mètres sous terre, sous l'allée principale. Cette femme a vécu absolument un enfer. Pendant 20 ans, tous les jours, à 10 heures du matin, elle entendait des pas dans le couloir. Ensuite, les verrous de sa porte de cellule s'ouvrir et des mains extrêmement puissantes la grippaient pour la sortir et la mettre dans une salle de torture, où elle était torturée 1 heure par jour, tous les matins, de 10 heures à 11 heures. Cet enfer s'arrêtait quand sonnait le premier coup de 11 heures du matin, où là, elle était ramenée, on la faisait traîner pour la remettre donc dans sa cellule. Et ça, pendant 20 ans. Quand moi je l'ai interrogée, elle parlait extrêmement mal. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus de langue, elle n'avait plus de seins, elle n'avait plus d'organes génitaux, parce que tout ça avait été brûlé par les arcs électriques qu'on lui faisait subir. Et elle n'a jamais parlé. Là-dessus, cette jeune femme est, au bout de 20 ans, retrouvée, puisqu'à ce moment-là, Pinochet a été déchu. Il y a eu donc la possibilité pour elle d'être libérée. Et après sa libération, le pays a entamé un processus de réconciliation nationale pour essayer de retrouver une certaine unité. Elle n'avait pas la force ou la volonté de reprendre des activités politiques parce qu'elle s'est dit « c'est trop dur, c'est trop compliqué pour moi ». Mais elle a décidé, elle, parce qu'elle était très francophile, de venir s'installer à Paris pour essayer d'étudier notre expérience, parce que dans notre histoire, la France a vécu énormément de troubles sociaux, des guerres civiles, des révolutions, des tas de choses, et elle voulait pouvoir étudier l'histoire de France pour essayer d'en tirer éventuellement des enseignements pour les appliquer à son propre pays dans ce processus de réconciliation. Elle est donc depuis 6 mois à Paris. Elle
est une véritable rate bibliothèque pour essayer de retrouver toutes ces informations-là. Puis à un moment donné, elles se sont un petit peu fatiguées, donc elles consultent un médecin français et malheureusement la prise de sang revient et le diagnostic, leucémie aiguë. Vous avez quelques mois à vivre. C'est quoi la leucémie? La leucémie aiguë, c'est une atteinte donc donc c'est un cancer du sang où il y a une augmentation très importante du nombre de globules rouges qui fait que malheureusement vous devez être mis en aplasie. À l'époque, c'est la seule solution pour que éventuellement la moelle osseuse reprenne une production de sang de façon correcte. Mais lorsqu'on vous met en aplasie, on vous détruit effectivement les globules rouges qui sont en trop, mais on vous détruit aussi malheureusement les globules blancs qui sont vos systèmes immunitaires ou le système qui permet donc de vous empêcher de tomber malade par rapport donc à des virus ou des bactéries. Et donc cette mise en aplasie impose que la personne soit mise dans une chambre stérile, entre guillemets, qu'on l'enferme dans un espace où plus aucun contact avec l'extérieur est possible. Dans ces chambres, notamment l'ensemble du personnel met des mains dans des gants en plastique pour que effectivement il n'y ait pas de pénétration d'aucun microbe dans la chambre. Qui pourrait être fatal en fait. Qui pourrait être fatal donc aux patients. Ouais. Là-dessus, donc, elle comprend qu'entre guillemets, c'est la remettre dans une oubliette pendant une année. Elle refuse catégoriquement. Bien entendu, donc, son pronostic refusant ce traitement-là était extrêmement grave. Quelques semaines, peut-être, pas plus, à vivre. Et elle décide, quelque chose qui est parfaitement inattendu et très surprenant, elle décide de retourner à son pays. Retourner dans son pays, pourquoi? Parce qu'elle veut aller voir, elle veut rencontrer ces deux geôliers qui l'ont torturée pendant plus de 20 ans. Bien entendu, ils ont été quand même mis en prison. Et quand elle demande l'autorisation donc de les rencontrer, toutes les autorités du pays sont extrêmement inquiets parce qu'elles ont très peur, tout simplement, qu'elles veuillent se venger. Donc, les autorisations sont très compliquées à obtenir, ça part même au niveau de la présidence, et on finit par effectivement l'autoriser à rencontrer ces deux geôliers dans un parloir. Quand effectivement les deux geôliers sont extraits de leur cellule pour aller au parloir, je peux vous dire qu'ils sont comme ça. Ils ont extrêmement peur parce qu'ils se disent « je vais rencontrer celle que l'on a torturée pendant 20 ans, elle va certainement sortir un couteau, une arme pour nous descendre. » Et au moment où ils arrivent dans le parloir, elle leur sourit et elle leur dit « écoutez, voilà, aujourd'hui, je ne pourrai jamais oublier ce que vous m'avez fait. Ce que vous m'avez fait, c'est absolument horrible. Pas beaucoup d'êtres humains n'auraient été capables de faire ce que vous avez fait à un autre être humain. Mais j'ai décidé de vous pardonner. J'ai décidé de vous pardonner. Pourquoi? Parce que je ne veux plus que ce que vous m'avez fait continue d'impacter ma vie d'aujourd'hui. » Et là-dessus, quelques semaines plus tard, son cancer a disparu. Elle a totalement guéri. L'ensemble de sa lignée rouge est redevenu parfaitement normal et elle n'a subi aucun traitement particulier. Alors, pourquoi c'est un cas très intéressant? D'abord parce que c'est une femme avec un caractère que vous imaginez hors du commun. Une capacité intellectuelle, une capacité de résilience que pas beaucoup de personnes autour de nous peuvent avoir. Et surtout une capacité de décision irrévocable. C'est-à-dire que quand elle vous dit « je vous pardonne », c'est pas un pardon pour juste vous dire pardon. C'est un pardon qui est intégré, qui est tellement puissant que ça a calmé sa maladie et que ça a permis qu'elle guérisse de façon définitive. Aujourd'hui, elle est toujours en vie. Elle attribue sa guérison à ce moment-là. C'est la compréhension qu'il fallait qu'elle pardonne à ces gens-là. Parce que le fait que
elle garde ça en elle, elle garde cette haine en elle, faisait que sa vie ne valait plus la peine d'être vécue. Ça la mangeait de l'intérieur, en fait. Ça la mangeait de l'intérieur, ça la rendait malade, exactement comme on dit, cette personne me rend malade. C'est une idée, mais quand vous l'écoutez, vous dites: «Bah oui, c'est peut-être la vérité, c'est peut-être ça qui vous rend malade». Et aujourd'hui, comment elle est, vous qui l'avez vue plusieurs fois, est-ce qu'elle est souriante? Comment Ah, elle est parfaitement heureuse. C'est une femme aujourd'hui de 65 ans qui est en parfait état de santé et qui continue à vivre sa vie. et qu'est-ce qu'elle fait du coup, maintenant? Ah là, elle est repartie au Chili. Elle est plus ou moins retraitée. J'ai pas eu de nouvelles depuis quelques mois, mais voilà, elle vit sa vie de retraitée normale là-bas. Et c'est quoi le regard qu'elle pose maintenant sur la vie? Alors, elle pose un regard toujours très dans la compassion, dans l'empathie, dans l'accueil, dans l'amour, mais ça n'a jamais changé. Elle le fait depuis qu'elle est enfant. Simplement, elle a eu une capacité à comprendre qu'à un moment donné, par les événements qu'elle a vécus absolument horribles, elle s'était déviée de cette façon de concevoir la vie. Et le fait de revenir dans la vraie vie, dans ce qu'elle devait faire dans cette vie, eh bien, tout simplement, ça lui a permis de ne pas tomber malade et surtout donc de guérir. Et est-ce qu'elle a pas fait d'autres choses pour, A priori, pas à ma connaissance. Alors certes, c'est une personnalité qui est saine, mis à part bien sûr quand elle était en prison, mais bien entendu, elle a une vie très saine, très très saine. Il n'y a pas d'éléments particuliers qui font qu'elle pouvait tomber malade pour une autre raison. Elle est vraiment tombée malade, d'après elle, hein, c'est ce qu'elle m'a toujours expliqué, parce que malheureusement, elle avait oublié que aimer les gens était très important. après elle a fait des examens qui ont attesté de sa guérison? Ah oui, tout à fait. En quelques semaines, hein, je dis, c'était vraiment impressionnant. Quand elle est revenue en France, resuivie donc par l'oncologue qui est normalement pensé la mettre dans une chambre stérile, l'oncologue a dit: «Bah écoutez, je comprends pas. Tous vos examens sont redevenus à la normale. Ça ne s'est jamais vu. Personne n'a jamais décrit un tel cas». C'est en semaines, en quelques semaines, ces examens sont redevenus normaux. Donc le même médecin, leucémie gravissime, Ouais, a plus rien. plus rien. Ce cas-là est un cas vraiment exceptionnel. Pour moi, c'est le plus édifiant qui soit, le plus interpellant et celui qui pose le plus de questions. Parce que là, vraiment, il n'y a eu aucun traitement, que ce soit les traitements, bien sûr, conventionnels, puisqu'elle a refusé donc la mise en aplasie et la chimiothérapie, et que ce soit aussi des traitements alternatifs. C'est réellement une guérison qui vient de l'esprit. Aucune médication, aucun protocole, aucune explication, aucun mécanisme explicatif possible. Pour l'instant, c'est une guérison totalement inexpliquée. Est-ce que vous voulez nous raconter une autre histoire? Peut-être l'histoire de Luigi? C'est un chasseur alpin d'une vingtaine d'années, italien, parfaite bonne santé, sportif reconnu, militaire très bien noté dans sa hiérarchie, tout se passe bien. Et à un moment donné, il va pas bien, il est un peu fatigué, son régiment propose qu'il soit vu par donc l'hôpital militaire et malheureusement, il est atteint d'une maladie extrêmement grave qu'on appelle un sarcome. Il est atteint d'un sarcome donc de la hanche, qui est une tumeur osseuse. À l'époque, pas de traitement connu pour ce type de maladie. Bien sûr, c'est la hanche, donc pas d'amputation possible. Pas de solution particulière, aucun traitement possible connu à l'époque. Ce patient est extrêmement suivi parce que militaire, donc très bien pris en charge par les meilleurs médecins. Il évolue d'hôpitaux militaires en hôpitaux militaires, de plus en plus spécialisés, de plus en plus technologiques, mais malheureusement, le sarcome évolue et évolue donc de plus en plus vite. Et ça va jusqu'à ce que toute sa hanche, tout son bassin se retrouve complètement mangé par le sarcome, c'est-à-dire l'os est totalement détruit par la tumeur osseuse, et s'étend même jusqu'à son fémur,
jusqu'à avoir les 2/3 du fémur détruits. À ce moment-là, il est maintenu, parce qu'il faut bien que sa jambe soit tenue au reste de son corps, puisqu'il y a juste plus que des tissus fibreux qui la maintiennent pour que sa jambe ne s'arrache pas d'elle-même. Et ben, il est maintenu dans un système plâtré qui permet de tenir en fait sa jambe, son membre inférieur, à son corps. Je ne vous raconte pas bien sûr les souffrances absolument atroces qu'il vit, c'est absolument inimaginable. Les traitements à l'époque, parce qu'on est dans les années fin des années 60, c'est vraiment, extrêmement peu efficace. On essaie de l'aider comme on peut, mais c'est très compliqué. Et qu'est-ce qui se passe? On lui dit: «Bah, écoutez monsieur, encore une fois, on ne peut plus rien faire pour vous, ça sert à rien de rester à l'hôpital, repartez dans votre village et puis, bah, vous allez mourir donc, parmi vos proches». Il a 23 ans. Là-dessus, comme ça se passe dans beaucoup de petits villages italiens, probablement, à l'occasion d'un sermon, dans la messe de l'église de son village, le curé parle qu'un de ses paroissiens est dans une situation critique très grave et toute l'assemblée en est émue et décide de faire une collecte d'argent pour pouvoir effectivement essayer de venir en soutien de ce patient, de cette famille. Je précise, Luigi n'est pas pratiquant. On ne va pas dire qu'il est athée, mais il est agnostique. Mais quand même, ces paroissiens décident de se cotiser pour effectivement emmener Luigi à Lourdes. Lourdes, lui, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est. Mais bon, il a malheureusement pas de choses à faire urgentes, sauf à mourir. Donc il se dit, bah, pourquoi pas? D'accord. Donc il est emmené, alors je vous dis pas la galère, hein, parce que c'est dans des atroces souffrances, avec un système plâtré sur un brancard. Enfin, vous imaginez prendre le train du fin fond de l'Italie pour monter donc jusqu'à Lourdes, au sud-ouest de la France. C'est une sacrée expédition. Il arrive donc à Lourdes, il est mis dans un brancard et on décide de le baigner dans les eaux de Lourdes. Et il nous raconte que lui, voilà, Lourdes, ça ne parlait absolument pas pour lui. Mais au moment où il rentre dans l'eau, il a réellement quelque chose qui lui tombe dessus, qui lui arrive directement dans ses os, il ne sait pas d'où ça vient. Il comprend à l'instant T où il touche l'eau, pourquoi il est malade. Et surtout, qu'est-ce qu'il doit faire pour guérir? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il appris? Eh bien, j'ai eu beau l'interroger pendant plusieurs années, il n'a jamais voulu révéler ce qu'il avait reçu lorsqu'il s'est baigné dans les eaux de Lourdes. On le remet donc sur son brancard. Il passe une petite semaine à Lourdes, comme tous les pèlerins, et il est ramené chez lui. Les douleurs, bizarrement, s'amendent. Petit à petit, il semble aller mieux. Il est bien sûr revu par les services médicaux des hôpitaux militaires qui le suivent et qui constatent qu'effectivement, il va de mieux en mieux, qu'effectivement, la maladie non seulement a cessé de progresser, mais surtout, chose extraordinaire, c'est que ses os repoussent. Ses os se reconstituent. Le fémur se remet à croître. Le bassin se reconstruit. En l'espace donc de 6 mois, il a restructuré l'ensemble de sa structure osseuse, mais on a pu comparer sur des radios, parce qu'il avait plein de radios avant et donc plein de radios après Lourdes. Eh bien, on s'est aperçu que sa hanche et son bassin s'est totalement reconstruit, mais son néo-bassin, c'est-à-dire son nouveau bassin, s'est reconstruit 3 centimètres au-dessus de l'ancien. Et donc, ce patient a été totalement déclaré guéri au bout de 6 mois.
La seule chose qu'il a gardée, une légère boiterie à cause des 3 centimètres. Si bien que malheureusement, il n'a jamais pu reprendre son métier qui était donc militaire, chasseur alpin, parce qu'il a été malheureusement classé inapte à cause de cette boiterie. Et il s'est engagé dans une autre profession et il est devenu maçon, donc dans son pays. Vous imaginez donc que c'était un patient qui devait mourir. Il a reconstruit son bassin et il était capable de vivre pendant 40 années au travail, un travail physique relativement dur et relativement engageant. Ce patient, je l'ai encore vu il y a quelques mois, parce que ce patient, maintenant, même s'il est toujours agnostique, même s'il ne croit pas en Dieu, même si voilà, la religion, ça ne l'intéresse pas, et il continue à amener des malades, donc à brancarder cette fois-ci, c'est-à-dire à pousser des brancards à Lourdes, au minimum 4 à 5 fois par an pendant une semaine. Donc vous imaginez que ce patient est capable aujourd'hui de faire un travail physique extrêmement lourd et de pouvoir amener d'autres patients à Lourdes. C'est un cas très intéressant parce que comme tous les cas de Lourdes, ils sont extrêmement documentés. Il y en a peu. Il y en a très peu. Voilà, c'est-à-dire que le bureau médical, là-bas à Lourdes, est chargé de valider des miracles ou de dire que tels dossiers ne sont pas des miracles, parce qu'ils ont utilisé d'autres méthodes, etc. En gros, ils font des études extrêmement poussées avec des cancérologues qui revisitent les examens paracliniques réalisés, qui confirment qu'effectivement tous les traitements avaient été essayés, qu'il n'y avait aucune solution autre que ça, que les traitements en cours n'étaient pas ceux qui pouvaient provoquer la guérison et que réellement il y a quelque chose d'inexpliqué par rapport au fait que le patient est exposé aux eaux de Lourdes. Des miracles, on en trouve quelques-uns, même pas quelques-uns, on va dire peut-être 1 ou 2 par an. D'accord ? Un grand maximum. Donc le bureau médical est là pour veiller à ce qu'il y ait effectivement des miracles, mais d'être certain que ce sont bien des miracles et que ça ne peut pas être expliqué par autre chose. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il voulait garder ce qu'il avait reçu secret? Alors oui, tout à fait. Il a reçu une révélation. Et au cours de cette révélation, on lui aurait dit, d'accord, qu'il ne fallait pas la révéler au risque de retomber malade. Et alors, qu'est-ce qu'il a changé dans sa vie? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai pas pu déterminer parce que là, voilà, ce que tu essaies de me dire, c'est que je vais trouver, en faisant une enquête policière, et essayer d'aller gratter pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il a changé et qu'est-ce qu'il a pu faire. Ben non. Malheureusement, j'ai fait chou blanc, j'ai essayé, hein, mais il a refusé catégoriquement. Certes, c'est un homme qui est très réservé, très timide, très posé, mais droit dans ses bottes. Quel âge a-t-il maintenant? Bah, il a donc, c'était dans les années 60, donc il doit avoir 68, 70, quelque chose comme ça. Peut-être une troisième histoire, le cas de Mario. Donc le cas de Mario, donc c'est un maçon qui effectivement est victime d'un cancer du poumon. Et c'est un homme qui fume beaucoup, qui a une vie avec beaucoup d'excès, que ça soit sur le plan du tabac, que ce soit un petit peu d'alcool, mais que ça soit aussi une alimentation déséquilibrée. Donc il tombe malade, il commence à tousser. On découvre effectivement qu'il a un cancer donc du poumon, qui est très évolué. On l'opère pour lui enlever le poumon gauche. Malheureusement, l'évolution de la maladie est trop importante. On lui donne malheureusement un pronostic très défavorable. Il n'avait pas plus de 5 ans à vivre. Or, ce patient va guérir et aujourd'hui, il est toujours en vie, 50 ans plus tard après le diagnostic. Qu'a-t-il fait pour réussir à se guérir? Il a eu la chance de rencontrer le docteur Alain Bondil et ce docteur Bondil lui propose de suivre un nouveau régime alimentaire qui, à l'époque, était connu sous le nom de régime Kousmine. Ce patient s'engage à fond donc dans cette démarche alimentaire,
modifie son comportement, notamment alcoolo-tabagique, en arrêtant de fumer, en diminuant fortement ses consommations d'alcool et en suivant donc une méthode alimentaire assez novatrice pour l'époque. Cette évolution de son cancer se fait de façon très favorable. Non seulement il en guérit, et il va aujourd'hui parfaitement bien. Il a complètement modifié son comportement alimentaire, son comportement addictif, pour réussir à changer sa vie. Un mot important sur l'alimentation. L'alimentation, effectivement, c'est quelque chose qui est très important dans la prise en charge du cancer. Le problème, c'est qu'il y a énormément de religions et d'écoles différentes. Aujourd'hui, si vous voulez, dans l'alimentation sur le cancer, il n'y a pas d'école où on est persuadé qu'ils ont totalement raison. Mais en gros, ce qu'il faut retenir dans l'alimentation du cancer, c'est qu'il faut revenir à une alimentation la plus saine possible, la plus riche en apports de vitamines, choisir donc des légumes bio, éviter le plus possible la cuisson, qui va dénaturer les aliments, et après, en fonction donc du type de cancer, en fonction du traitement que vous suivez, effectivement, pourquoi pas suivre d'autres recommandations. Donc Mario, il a changé son alimentation, il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire, mais son état d'esprit aussi a changé. Il a effectivement pris conscience que la vie était très importante dans le terme de conception de vie, c'est-à-dire qu'il a appris à prendre du temps pour lui, à prendre du temps pour ses proches, à s'approprier une vie à la fois plus saine sur le plan donc alimentaire et comportemental, mais aussi plus saine dans ses relations à l'autre, dans l'apprentissage d'aimer l'autre, mais aussi d'apprendre à s'aimer et à se respecter. Je donne toujours une métaphore. Notre corps humain, c'est notre véhicule, c'est notre voiture. Si vous faites attention à votre véhicule, si vous faites attention à l'entretenir correctement, eh bien ce véhicule, cette voiture, va vous emmener très loin dans de bonnes conditions. Si vous la malmenez, si vous ne l'entretenez pas, eh bien tout simplement cette voiture risquera soit de tomber en panne régulièrement, soit carrément, malheureusement, de vous laisser sur le bord de la route. Le but du jeu donc, un corps, c'est votre véhicule du moment. Faites-y attention, entretenez-la, améliorez-le, de façon à ce que petit à petit, il puisse vous emmener le plus loin possible dans votre vie. Le plus important pour eux, ça a été d'abord de comprendre que mourir demain était une éventualité possible. À partir du moment où ils ont accepté, et réellement accepté, que la mort était quelque chose de naturel, était quelque chose de normal, était surtout quelque chose dont ils ne devaient plus avoir peur, c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils ont eu un basculement et qu'ils ont été capables de guérir. C'est-à-dire que pour eux, la guérison n'était pas le fait de continuer de vivre comme ils étaient, mais tout simplement d'accepter que la mort était possible et que la mort était quelque chose de naturel et de normal. Quand vous n'avez plus peur de la mort, quand vous ne la regardez plus, quand vous ne la considérez plus, comme par hasard, elle s'éloigne. À partir du moment où vous ne regardez plus la mort, vous commencez à la dompter et que vous considérez que c'est quelque chose de naturel. La maladie, le cancer, a été pour eux un message. Ça a été quelque chose pour eux de très important. Ils avaient la notion que pourquoi est-ce qu'ils étaient malades? Parce que la maladie était le mal à dit. Le mal s'est exprimé à travers leur maladie. Et cette maladie pouvait être décodée selon eux, pour comprendre pourquoi
ils étaient donc tombés malades et comment ils allaient pouvoir guérir. Alors je précise, ce sont des patients extraordinaires. Ce sont des gens qui sont dotés d'une volonté, qui sont probablement dotés de capacités hors normes. Et ces capacités hors normes les ont permis de guérir. La maladie était juste là pour l'expliquer que leur ancienne vie les menait donc dans une impasse et qu'il fallait qu'ils reprennent une nouvelle voie dans leur vie pour réellement changer la donne et changer le paradigme pour aller effectivement changer de vie. Et ces changements de vie sont extrêmement personnels. Chacun a compris qu'il s'était fourvoyé petit à petit parce que dans la vie, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, on a une mission. C'est-à-dire qu'on doit faire quelque chose dans sa vie. Et puis pour des tas de raisons, qui sont des raisons tout à fait classiques. Eh bien, on est le nez dans le guidon, on travaille, on fait des enfants, on s'occupe de tout, on gagne notre vie, enfin bref, on bosse, mais certains sont tellement pris dans ce rythme infernal de la vie que petit à petit, ils en oublient leur objectif principal qu'ils devaient normalement suivre dans leur vie. Et petit à petit, ça les a amenés à changer donc de voie pour se retrouver dans une impasse. Le fait de tomber malade, notamment un cancer, donc stade terminal pour eux, eh bien effectivement, ils ont compris qu'il fallait qu'ils arrêtent, qu'ils sortent la tête du guidon pour comprendre qu'est-ce qui les avait amenés là et changer ce qu'il fallait changer pour reprendre leur cours de leur vie. Ça les a profondément changés. Comme moi, je disais au départ, cela m'a profondément changé. Donc vous avez dit que chacun emprunte un chemin qui lui est propre. Est-ce qu'il y a des points communs dans la manière dont ils empruntent ce nouveau chemin? Ça devient beaucoup plus compliqué parce que c'est très personnel. Les 11 témoins ont des versions totalement différentes. D'accord? Et voilà, la plupart me disent, par exemple, Jacques, qui était un chirurgien dentiste extrêmement efficace, qui a un travail extrêmement prenant, qui travaille des heures durant, mais malheureusement, qui, par son travail, certes, ça lui assure un niveau de vie très confortable, mais malheureusement, une qualité de vie beaucoup moins confortable parce que il n'a plus le temps de voir ses enfants, il n'a plus le temps de s'occuper de sa famille, il n'a plus le temps de partir en vacances, il n'a plus le temps de vivre tout simplement pleinement. Il tombe malade par 2 fois, donc d'abord d'un cancer qu'on lui guérit, et puis ensuite il fait des métastases, et là on lui dit écoutez, voilà, vous n'avez plus grand-chose à faire. Et au départ, pendant le premier traitement de son premier cancer, eh bien, effectivement, il en guérit et il arrive surtout à négocier avec son cancérologue pour continuer à travailler. Et voilà, il négocie le fait de faire, par exemple, des chimiothérapies à 20h le soir, lorsqu'effectivement, son cabinet est fermé. Il guérit, et malheureusement, quelques années plus tard, donc il fait une récidive. Mais là, cette fois-ci, la récidive est trop grave et trop importante. Et on lui conseille, ou il est obligé plutôt, donc d'arrêter son activité professionnelle. Et donc, en arrêtant son activité professionnelle, eh bien, petit à petit, il comprend que son problème provenait d'un manque d'amour, d'un manque de temps pour les autres, de ne pas savoir s'aimer soi-même, se respecter soi-même, aimer ses proches, respecter ses proches, les écouter, être attentif, être dans l'empathie. Et c'est grâce à ça que lui me dit qu'il a guéri. Et il a guéri totalement de son 2e cancer, une fois qu'il a compris ça. Après, il a repris une activité avec beaucoup plus de modération, travaillant plus qu'à mi-temps, en prenant son temps, gagnant certainement beaucoup moins d'argent, mais en ayant une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus accomplie, proche des siens. Qu'est-ce qu'on peut en retenir pour nous quand il y a une maladie qui nous arrive, même si c'est pas forcément un cancer? Toute maladie, aujourd'hui, a une signification. Très souvent, le gros problème dans la médecine classique,
c'est qu'on vous dit: «Écoutez, monsieur, madame, je suis désolé, je vous annonce que vous avez une maladie», donc pas forcément un cancer, mais vous avez une maladie. «Vous inquiétez pas, vous êtes une victime. Vous êtes une victime, mais moi, le doc, je suis là pour gérer la situation à votre place. Moi, le doc, je vais vous donner des ordres par mes prescriptions, quelles qu'elles soient, des médicaments, des examens, d'autres traitements, et vous allez suivre ces ordres et surtout ne vous occupez plus de rien. Ah mais docteur, mais je vois ça. Non, non, non. Vous ne vous occupez plus de rien. Vous suivez juste mes préconisations. Bref, on vous déresponsabilise de votre propre santé. Or, l'immense majorité des patients voudraient, au contraire, être responsables. Et c'est ça qui est très important, c'est que tous ces témoins extraordinaires nous ont expliqué qu'ils ont commencé à guérir quand ils ont décidé de prendre en main leur santé, de prendre en main leur vie et donc de devenir des acteurs. C'est quand ils sont devenus acteurs de leur propre santé qu'ils ont commencé à guérir. Et aujourd'hui, c'est là où se trouve la difficulté dans la médecine moderne, c'est qu'il va falloir qu'elle intègre cette notion-là, que certes, elle continue à utiliser, à prescrire, à proposer des traitements, quels qu'ils soient, allopathiques notamment, parce que c'est là qu'effectivement est la bonne solution, mais aussi peut-être d'apprendre à écouter le patient. Parce que le patient, lui, il a des choses à dire. Lui, il voudrait parler de différentes choses. Par exemple, il peut y avoir des patients qui disent: «Oui, mais moi, j'ai entendu parler de tel thérapeute alternatif, de tel magnétiseur, et je voudrais savoir, docteur, qu'est-ce que vous en pensez?» L'immense majorité des médecins ferment la porte et disent: «Non, non, vous ne faites rien de tout ça. Vous ne faites que ce que je vous dis.» Or, peut-être qu'on pourrait établir des ponts, de vérifier effectivement, de conseiller, d'accompagner les malades dans cette démarche, d'être acteurs de santé. Christophe André, le psychiatre qu'on a reçu, il n'y a pas très longtemps dans l'émission, il nous disait aussi, les bénéfices, de la santé active pour lui-même, qui lui-même a traversé un cancer, et pour ses patients. Est-ce que vous ne pensez pas que la médecine est en train d'évoluer un peu, plus, vers ça maintenant? Je pense que la médecine est vraiment à la croisée des chemins. Il y a de plus en plus de médecins qui commencent à comprendre qu'effectivement, le patient peut avoir une certaine voix au chapitre. Le gros problème de la médecine ou des médecins aujourd'hui, c'est leur formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une formation qui est scientifique. On est de très bons, voire d'excellents scientifiques. On est capable d'appliquer des choses extraordinaires sur le plan de la science. Or, aujourd'hui, le gros souci, c'est qu'on n'est pas formé à ce que devrait être la médecine, qui est la médecine qu'on appellerait de la philosophie. Il va falloir absolument que les médecins apprennent à conjuguer science et philosophie. Du temps de l'Antiquité, Socrate, Platon, Hippocrate n'étaient pas des scientifiques, c'étaient des philosophes. On est très très bon pour intégrer des tas de recherches extérieures à la médecine, pour les intégrer pour le bien-être des patients et pour le bienfait des thérapeutiques. Mais aujourd'hui, on a totalement abandonné notre recherche philosophique principale, c'est-à-dire d'expliquer ce qu'est la vie. Or, normalement, ce devait être l'alpha et l'oméga de la médecine, expliquer ce qu'est la vie. Et pour expliquer la vie, il va falloir d'abord que les médecins apprennent à accepter et à dompter la mort. Durant toutes nos études de médecine, on nous apprend une seule chose. Votre métier, c'est de repousser la mort le plus loin possible. Et quand le patient vous dit: «Mais docteur, je vais mourir.» «Ah non, 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 n'imaginez pas que vous allez mourir.»
Pourquoi le médecin lui dit que vous n'allez pas mourir alors qu'il sait très bien qu'il va mourir? On va tous mourir. On va tous mourir. Pourquoi tout d'un coup sa réaction c'est de dire non, non, vous n'allez pas mourir? Parce que lui-même, ça lui révèle qu'il est lui-même mortel. Et tant que le médecin n'arrivera pas à aller réellement travailler sur sa peur intrinsèque de sa propre mort, il ne sera pas capable d'accompagner correctement les patients. Alors, oui, ça s'améliore énormément, ce domaine-là. Par exemple, on a de plus en plus de services de santé palliative. Ce qui est très important dans ces services-là, c'est que justement, on leur dit, voilà, vous êtes là pour partir. Et on va vous demander, on va vous apprendre, on va essayer de vous accompagner à bien préparer vos bagages pour que quand vous partiez, ça se passe le mieux possible. Vous avez écrit dans votre livre, en médecine, on nous a appris à écouter les symptômes, mais pas la personne derrière le malade. Parce qu'elle nous fait peur, la personne. Elle nous fait peur. Pourquoi elle nous fait peur? Parce que la personne, elle pense. Or, on nous a appris à être froid. On nous a appris à être technicien, à être très bon dans la technique que l'on va proposer aux patients, de tout savoir sur la technique. Mais par contre, on ne nous a pas appris à aller voir la personne, comprendre la personne, analyser la personne. Alors oui, il y a des gens, il y a d'excellents médecins qui l'ont compris de façon intrinsèque, mais on ne leur a pas appris. C'est leur expérience, c'est leur qualité personnelle propre qui fait qu'ils arrivent à être proches des patients. Et c'est, entre guillemets, le fonds de commerce des thérapeutes alternatifs. Beaucoup de thérapeutes alternatifs, eux, l'ont compris, parce qu'ils ne sont pas englués dans cette notion technique, ils ne sont pas englués dans des études, mais par contre, ils ont cette notion personnelle d'aller au-devant des patients, de comprendre les patients, de les écouter. Plus on va écouter ce que pense le patient, plus on va pouvoir l'accompagner et l'amener, pourquoi pas, à guérir. Comment est-ce qu'on peut concilier les grands bénéfices qu'apporte la spécialité de la médecine et en même temps cette capacité à regarder des choses très simples comme est-ce que le patient a bu, est-ce qu'il se sent bien, comment on peut concilier ces deux choses-là? Alors, je pense que malheureusement, on ne pourra pas s'absoudre de cette ultra-spécialisation dont vous avez parlé. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, les technologies sont de plus en plus avancées et effectivement, il va falloir se spécialiser de plus en plus pour être capable d'utiliser ces technologies avancées. Donc, oui, on va devoir garder cette structure-là de permettre à ce que des médecins soient ultra spécialisés. Mais je pense que dans l'organisation générale de la médecine, il va falloir qu'on mette au-dessus de ça, entre guillemets, pas un arbitre, mais plutôt quelqu'un qui soit au-dessus de la mêlée. Ça peut être un médecin généraliste, par exemple, un médecin traitant, qui va prendre de la hauteur et qui va être capable de diriger son patient dans toutes ces différentes techniques. Et c'est ça l'avantage des médecins généralistes aujourd'hui, c'est qu'ils ont une connaissance globale du patient, de son environnement, de où est-ce qu'il vit, de comment il vit, quels sont ses soucis, quels sont ses problèmes sociaux. Il est capable, entre guillemets, d'avoir une vision globale. Et je pense qu'il va falloir redonner une puissance à ce médecin, donc dit généraliste, pour que justement il puisse diriger le patient dans tous les domaines. Mais que ça soit des domaines donc de médecine allopathique ultra spécialisée ou pas, mais aussi, pourquoi pas, vers une médecine dite alternative en disant telle personne peut être bénéfique ou telle personne éventuellement est un charlatan et qu'il faut l'éliminer ou le supprimer en termes de prise en charge. C'est vrai que quand on est malade, on est prêt parfois à écouter plein de choses parce qu'on veut guérir. C'est difficile à ce moment-là de savoir reconnaître le bon conseil du charlatan. Comment faire? À mon avis, la seule solution, c'est de s'en référer à son médecin traitant, essayer de trouver un médecin traitant ouvert, un médecin traitant qui sera capable, en fonction de vous, en fonction de votre maladie, d'être le plus aidant possible et d'être de plus en plus dans l'empathie. Mais en tant que malade, vous pouvez tout bien être complètement
persuadés que seule la médecine allopathique peut vous soigner. Dans les médecines alternatives, il y en a que vous pratiquez, par exemple l'acupuncture. Comment ça marche? L'acupuncture, c'est donc une médecine qui est d'origine asiatique, hein, qui existe depuis plus de 5000 ans dans le territoire indo-chinois, qui était à l'époque la zone du Vietnam, Thaïlande, etc. Et ils utilisaient des petites pointes d'os pour venir stimuler des points précis au niveau du corps. Petit à petit, ils se sont aperçus que en stimulant des points, on arrivait à obtenir un certain nombre d'effets et donc de pouvoir guérir. En gros, je vais l'expliquer de façon un petit peu courte pour que ça soit parlant. Il faut imaginer que dans le corps, il y a ce qu'on appelle donc un circuit énergétique. Ce flux énergétique n'utilise pas les artères, les veines ou les nerfs, ils utilisent d'autres voies, qui sont donc des voies énergétiques qui ne sont pas aujourd'hui explicitées sur le plan anatomique, sur le plan physique. Les chercheurs et les médecins asiatiques du moment ont réussi à découvrir de façon totalement empirique l'existence d'un circuit, d'une circulation de l'énergie à travers le corps qui ne dépend pas de structure anatomique. Que fait l'acupuncteur? Il ne fait que équilibrer, grâce à des points, cette circulation énergétique dans le corps. La théorie estime que la maladie est liée à un blocage, donc c'est-à-dire un excès d'énergie à un endroit, ou un vide d'énergie à un autre endroit. Et je donne toujours le même exemple à mes patients, je leur dis voilà, c'est un petit peu comme Bison Futé. Le jour des grands départs de Paris, Bison Futé me conseille de prendre tel ou tel axe. L'objectif étant qu'il n'y ait aucun axe autoroutier qui soit en surcharge, avec des embouteillages, et aucun axe, bien sûr, qui soit en vide, c'est-à-dire qu'il soit complètement sans aucune voiture. Le but du jeu étant d'équilibrer. L'acupuncture fait exactement la même chose. Il va prendre de l'énergie à un endroit pour venir lui dire court-circuite, part dans un autre méridien, là où il y a besoin d'énergie, là où on est en vide. Je le fais de façon schématique, mais c'est comme ça. Et comment est-ce qu'on va pouvoir savoir quels sont les méridiens qui sont en plénitude, quels sont les méridiens qui sont en vide? On va utiliser notamment ce qu'on appelle les poux chinois, qui sont des véritables diagnostics extraordinaires, où ces poux chinois vont nous permettre de nous dire, tiens, tel méridien est en vide, tel méridien est en excès. Donc vous faites ça avec les doigts? Tout à fait, avec les doigts. C'est un toucher que vous développez? C'est un toucher, exactement. En fait, le pouls en médecine classique, conventionnelle, occidentale, c'est juste calculer le nombre de pulsations cardiaques. Lorsque l'on est médecin acupuncteur, en fait, on se sert de ces pouls-là avec 3 doigts. Et sur chacun des pouls, on va avoir 3 zones différentes sur les 3 doigts qui correspondent à des méridiens, soit quand on est en superficie ou en profondeur. Et ça nous permet de savoir quels sont les points à utiliser de façon à pouvoir équilibrer le tout. Et donc ça, ce genre de séance, ça peut servir à aider à la guérison ou c'est plus pour du bien-être? Alors, ça peut être pour du bien-être, mais ça peut être tout à fait, le but du jeu, c'est une thérapeutique. C'est réellement équilibrer les méridiens, puisque la base du fonctionnement, elle n'est pas que physique, elle est aussi énergétique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'on a effectivement un corps physique qu'il faut soigner, dont il faut s'occuper, mais on a aussi des corps énergétiques que l'on va effectivement pouvoir atteindre grâce à des techniques d'acupuncture ou, pourquoi pas, à d'autres techniques comme l'homéopathie. Et est-ce que ça peut marcher même si on n'est pas convaincu, comme Luigi qui rentre dans sa piscine à Lourdes sans trop y croire et ça marche? Oui. Ça marche pour tout le monde? Ah, ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde, puisque là, on a tous des méridiens, il n'y a absolument pas de croyance derrière, il y a réellement de la technique, de la connaissance. Alors, d'où vient cette connaissance? Pour l'instant, personne ne l'explique réellement, c'est-à-dire comme on ne connaît pas le support de ces méridiens, c'est un développement qui a été fait de façon empirique depuis plusieurs millénaires. Il faut savoir que notre médecine dont on fait référence aujourd'hui, elle n'a qu'à peine 200 ans. Hein. D'accord? L'acupuncture a plus de 5000 ans. Je vais donner un exemple. Moi, dans ma formation d'acupuncteur, j'étais formé donc à ce moment-là à Saigon. J'ai rencontré donc un professeur qui s'appelle le professeur Taitu.
Alors, j'avoue que j'étais très intéressé par aller rencontrer donc ce professeur Taitou qui faisait donc de l'anesthésie par acupuncture. Donc c'était, extrêmement à l'époque, très surprenant pour moi. Comment est-ce qu'on pouvait endormir des gens avec, des aiguilles? J'arrive donc, dans son service, il a à peine le temps de me recevoir parce qu'il me dit: «Voilà, j'ai, une opération, à faire». Bon, donc à endormir un patient. Là-dessus, donc le professeur Itaitu, tout d'un coup, reçoit un coup de téléphone et est obligé de partir. Il me dit: «Bon, bah, vas-y, tu vas piquer la dame». Je fais les points en question que le professeur Taitu m'a demandé de faire. Elle devait se faire opérer d'une tumeur bénigne du sein. La chirurgienne, sort donc, de ses lavages de mains, se fait habiller, arrive près de la patiente avec le bistouri, laser en main et me dit: «Je peux y aller?» «OK, j'y vais». Et va-t-il qu'elle sort effectivement donc son bistouri laser, commence à ouvrir le sein de ma patiente, qui continue de discuter avec moi et je lui dis: «Mais vous sentez quelque chose?» Alors la patiente me dit: «Non, non, je sens rien. Je vois bien qu'on me touche le sein, mais c'est tout. Mais vous avez pas mal?» Je dis: «Non, je n'ai pas mal». Je suis extrêmement surpris. Là-dessus, par-dessus le drap, je vois effectivement que la plaie s'ouvre de plus en plus et je vois la chirurgienne qui enfonce sa main donc, dans l'orifice qu'elle a fait donc dans le sein et avec ses doigts semble attraper donc, la tumeur bénigne et dit à la dame par-dessus le drap: «C'est bien ça qu'il faut que j'enlève?» «Oui, oui, c'est bien ça». Comment est-ce qu'elle peut répondre si elle sent pas? Et ben, justement, elle sentait tout sans douleur. Elle sentait tout sans douleur. Là-dessus donc, j'avoue que j'étais à la limite de, perdre connaissance et là-dessus donc la chirurgienne, je la vois par-dessus par le drap, couper la tumeur, la prendre sur un pince et puis la montrer à la patiente. Voilà, je l'ai retirée, elle la met dans un truc, elle referme, les points de suture, elle enlève, le drap stérile, elle enlève le drap, elle me demande d'enlever les aiguilles et elle dit: «Au revoir madame». J'avoue que j'étais extrêmement désarçonné. J'ai vu ensuite d'autres opérations, des cancers de la thyroïde, des cancers, enfin des opérations, des laparotomies, donc d'ouverture de de tout le ventre et j'étais extrêmement surpris de l'efficacité. Alors bien entendu, dans les jours qui ont suivi, j'ai été interrogé le professeur Taitu. Je lui ai dit: «Mais je voudrais juste comprendre comment ça marche, comment vous avez découvert ça? C'est absolument extraordinaire». Il m'a dit: «Ben, c'est tout simple. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir une douleur? Une douleur, c'est le fait qu'il y ait une possibilité pour les nerfs d'informer votre cerveau qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, quelque chose qui est anormal dans une zone de votre corps. Si, avec des aiguilles, avec des points d'acupuncture précis, j'arrive à enlever l'énergie d'une zone, à retirer ou à repousser cette énergie d'une zone, eh bien, les nerfs ne pourront plus obtenir cette énergie pour informer le corps qu'il y a une douleur. Donc, je suis capable, en repoussant cette énergie, de supprimer la douleur, mais pas forcément la sensation». La deuxième chose qui est très étonnante, c'est le fait que les gens se lèvent de la table d'opération et reprennent leur vie tout de suite. Comment c'est possible ça, alors que nous, quand on sort d'une opération, on reste un peu à l'hôpital si elle a été lourde, et après on a un temps de rémission pour se remettre? De quoi se remet-on la plupart du temps? C'est de l'anesthésie. C'est les produits chimiques qu'on vous a mis dans le corps. Quand on vous a mis un produit chimique pour vous endormir, le gros problème, c'est que derrière, il faut l'éliminer. Un produit chimique plus ou moins puissant va avoir ce qu'on appelle une demi-vie, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, il va perdre la moitié de sa quantité parce que le corps l'élimine. Mais il continue de faire effet après votre anesthésie et donc c'est pour ça qu'on est fatigué et qu'on a besoin de se remettre. Mais la dame, là, par exemple, elle a quand même une plaie importante. Ça dure combien de temps, les effets? Ah ben, dès qu'on enlève les aiguilles, Parce que du coup, c'est comme si elle avait une coupure quand même assez profonde. quand vous faites une coupure et que vous êtes suturé, autant quand vous êtes coupé, quand vous avez de la plaie ouverte,
c'est très très douloureux. Mais une fois que vous avez été effectivement suturé à l'hôpital, la douleur se réduit de quasiment 90%. Alors oui, vous continuez à le sentir, comme des points, mais vous avez beaucoup moins mal. Pourquoi? Parce que la plaie est ouverte et que, entre guillemets, le corps se dit, c'est bon, tous aux abris, il n'y a plus de danger. Incroyable. Et au Vietnam, à votre connaissance, dans les hôpitaux, aujourd'hui, ils anesthésient comme Alors, ça ou ils font aussi à l'occidental? ils font à l'occidental et ça. Même Taïtou a développé des hôpitaux qui anesthésient en Europe ou aux États-Unis, qui utilisent l'analgésie par acupuncture. Au même titre qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hôpitaux s'intéressent à l'analgésie par hypnose. Donc il y a plein de choses qui se développent. L'anesthésie chimique, elle n'existe que depuis, avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. On utilisait l'éther. Vous savez, c'était le petit coton qu'on vous mettait sous le nez. Après, on vous a utilisé le protoxyde d'azote. Niveau analgésie, c'était pas top, hein. Et puis petit à petit, on a développé de plus en plus de produits chimiques qui ont permis d'avoir des anesthésies de plus en plus efficaces, de plus en plus longues. Mais tout produit chimique que vous intégrez, que vous ingérez, il faut un certain temps pour l'éliminer. Là, l'avantage, c'est que c'est on-off. L'hypnose, c'est on-off. C'est-à-dire qu'on vous demande d'oublier que vous avez mal, je schématise, et quand on arrête l'hypnose, on vous dit maintenant, vous devez avoir mal. Vous devez reprendre la sensation. L'acupuncture, c'est pareil. Quand on met les aiguilles, selon Taïtou, on retire cette énergie. Quand on a les aiguilles, l'énergie revient. Vous l'avez refait depuis? Quand je vais, par exemple, chez le dentiste, je ne me fais que très, très, très rarement anesthésier. Je me fais les aiguilles. Vous les mettez sur vous-même? Oui. Vous soulignez dans votre livre un paradoxe du cancer, in vivo versus in vitro. Est-ce que vous pourriez développer? Alors, c'est quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, fabriquer une cellule, dupliquer des cellules, c'est aujourd'hui extrêmement bien maîtrisé dans un tube à essai. C'est-à-dire que quand vous prenez une cellule de peau, en la mettant dans un milieu bien particulier, une température bien adaptée, tout ce qu'il faut, une chaleur bien précise, vous allez réussir à créer en quelques semaines plusieurs mètres carrés de peau. On fait ça notamment chez les brûlés, on prend une toute petite parcelle de leur peau quelque part et on arrive à en recréer de nouvelles. C'est-à-dire qu'on est très capable. Pour le regreffer. Oui, pour le regreffer ensuite. On est vraiment capable, effectivement aujourd'hui, de produire des cellules sans aucun problème quand c'est des cellules qui sont parfaitement normales. Or, quand vous prenez une cellule cancéreuse et que vous essayez de la multiplier in vitro, donc dans un tube à essai, c'est quasi impossible. La cellule cancéreuse est tellement dégradée qu'elle n'a plus la capacité, dans un tube à essai, de se développer. Personne n'a jamais réussi à créer une prolifération cellulaire cancéreuse dans un tube à essai. Or, en revanche, cette cellule cancéreuse, qui effectivement est in vitro incapable de se multiplier, dans le corps, elle devient ce fameux crabe qui va se multiplier de façon absolument exponentielle et qui va nous créer des métastases partout. Il y a donc un paradoxe, c'est comment ça se fait que la même cellule qui soit donc dans un tube à essai soit incapable de se développer parce qu'elle est cancéreuse, alors qu'au contraire, dans le corps, cette même cellule va se multiplier à l'infini. Quelle est la différence entre les deux milieux? Quelle est la différence qu'il y a entre le tube à essai et votre corps? Est-ce que l'esprit, puisque c'est lui qui dirige le corps, est-ce que c'est ça qui serait à l'origine de cette différence de comportement pour ces deux cellules? Est-ce que donc on peut dire que le cancer est évitable? Oui et non. C'est une très bonne question. Oui, pourquoi? Si on comprend la raison pour laquelle on fait un cancer, oui, on est capable donc d'éviter d'en faire un. Si on n'en a pas besoin pour exprimer quelque chose, parce que c'est ça
l'intérêt de ce que les témoins nous ont expliqué, c'est qu'eux ne sont pas victimes de leur cancer. Et je vais préciser quelque chose de très important. Quand je les interviewais, première question que je leur posais, c'était, voilà, je voudrais juste que vous me disiez une chose, c'est pourquoi vous n'êtes pas mort à cause de votre cancer. C'est la seule, pour moi, réponse que j'attendais de leur part. Que ce soit Luigi ou que ce soit d'autres. Et tous me répondaient à cette question en me disant « Mais docteur, vous avez absolument rien compris. Aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce à mon cancer. » Alors là, je disais « Attendez, mais non, attendez, je répète une chose, moi je suis médecin, je viens vous voir uniquement parce que je veux juste savoir pourquoi vous n'êtes pas mort de votre cancer. » Et il me répétait « Aujourd'hui, si je suis en vie, c'est parce que j'ai eu un cancer. Si je n'avais pas eu de cancer, aujourd'hui, je serais mort. » C'est-à-dire que eux, ils ont eu cette notion que leur cancer était un message pour leur dire qu'il fallait qu'ils changent quelque chose dans leur vie, qu'ils changent de voie. Donc oui, c'est évitable si vous êtes capable de décoder le message, de dire et de comprendre pourquoi vous êtes malade. Et non, c'est pas forcément évitable, parce que c'est peut-être aussi quelque chose qui est nécessaire dans l'humanité, qui nous est imposé, qui nous est donné, même plutôt, pour réussir à comprendre que vous vous fourvoyez. Avec quel nouveau regard on peut accueillir l'annonce d'un cancer? Ça va être quelque chose de très important pour le monde médical. C'est de comprendre et de pouvoir réellement accepter de considérer l'annonce de la maladie non pas comme une sentence. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, le médecin, pétri de ses connaissances scientifiques, de ses connaissances statistiques, quand il vous dit, voilà, vous avez un cancer du pancréas, on sait qu'il vous reste 2 ans à vivre. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Il vous reste 2 ans à vivre. Si vous avez beaucoup de chance, si vous êtes absolument exceptionnel, vous allez peut-être vivre 5 ans, mais ça, c'est dans 3% des cas. Si vous n'avez pas de chance, dans aussi 3% des cas, vous serez mort dans les 3 mois. Donc, pour lui, quand il annonce que vous avez un cancer du pancréas, dans sa tête, il a tous ces chiffres-là. Et donc, pour lui, ça va transparaître. C'est voilà, vous allez mourir, quoi qu'on fasse. Alors, bien entendu, il ne le tourne pas comme ça. Il essaye de donner beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Il faut savoir aujourd'hui que l'annonce de la maladie est quelque chose de très codifié. L'objectif de cette annonce de la maladie, c'est qu'à la fois elle soit sérieuse, qu'elle soit factuelle, mais qu'elle soit aussi porteuse d'espoir. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'effectivement, dans notre médecine classique aujourd'hui, un cancer de pancréas, c'est une mort certaine. Et il va falloir qu'on accepte que, petit à petit, on travaille sur cette notion de mort, que ce ne soit pas une sentence, mais que ce soit au contraire un accompagnement, que ce soit quelque chose qui permet de dire, voilà, vous avez une maladie sérieuse, vous avez une maladie grave, oui, je le reconnais, vous allez mourir. Mais peut-être que pendant le délai entre maintenant et cette mort, je vais vous accompagner à pouvoir aller à cette mort guéri spirituellement. C'est-à-dire, c'est pas parce que la durée est peut-être brève que la vie va s'éteindre dans le temps qu'il y a devant nous, mais en fait, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter la vie dans le temps qu'il y a. Voilà, augmenter la qualité de la vie dans le temps qu'il y a. C'est-à-dire d'aller au-devant de la raison de la maladie. Le gros problème, c'est que le médecin, il pense toujours à des causes de la maladie, mais qui sont en fait des facteurs favorisants. Par exemple, cancer du poumon,
On sait que si vous fumez, vous avez beaucoup de chances ou plus de probabilité de faire effectivement un cancer du poumon. Mais si le tabac était la cause du cancer du poumon, ça voudrait dire donc que tous les fumeurs devront au cours de leur vie faire un cancer du poumon. Et ça voudrait dire aussi que tous les gens qui font un cancer du poumon sont des fumeurs. Or, parfois, vous faites un cancer du poumon sans être fumeur. Ça veut dire donc, oui, on est tout à fait d'accord que le tabac n'est pas une bonne chose. C'est un facteur favorisant de faire un cancer du poumon. Mais par contre, ce n'est pas la cause intrinsèque. La cause, elle est ailleurs. Et ça va être ça, l'intérêt de la médecine, c'est d'essayer d'accompagner le patient à savoir quelles sont les causes intrinsèques à sa maladie, tout en effectivement lui proposant d'arrêter les facteurs favorisants qui sont le tabac. Est-ce que vous avez un message, d'espoir, du coup, à partager, finalement, de ces guérisons qui finissent bien? Donc c'est ça, le titre « Ils étaient tous condamnés », ça a été volontairement choisi pour faire cette notion de sentence. Ils sont condamnés. Et pourtant, ils ont guéri. Pourquoi ils ont guéri? Parce qu'effectivement, on les a condamnés, la médecine les a condamnés, mais ils ont au contraire décidé de garder l'espoir. Vulgairement, on dit toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ben oui, c'est important. C'est qu'il faut garder l'espoir. Le médecin doit être là pour accompagner, améliorer, augmenter cet espoir. Et pour ça, il va falloir que le médecin dompte, comme je disais tout à l'heure, sa propre peur de la maladie, sa propre peur de la mort. Et qu'il puisse dire, voilà, la maladie, ça fait partie de la vie. La maladie, c'est quelque chose qui est important pour la vie. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est grâce au cancer qu'aujourd'hui, ils sont en vie. S'ils n'avaient pas eu de cancer, ils seraient morts aujourd'hui, tous ces témoins. Donc on peut effectivement guérir. Et ce livre-là, il est un message d'espoir phénoménal. Lisez-le, vous allez voir. Merci docteur.